manteau rouge. Cela fait maintenant plusieurs jours que l'hiver est arrivé. Dehors, les habitants du village se dépêchent de rentrer chez eux, enfonçant leurs pas dans la neige profonde, comme s'ils écrivaient avec leurs sabots sur la page blanche d'un immense cahier. Les flocons tombent sans interruption, et tout à l'heure, quand je sortirai, ils couvriront d'une nouvelle couche le chemin du village. Et cette fois, ce seront mes pas qui écriront la suite de l'histoire. Une histoire commencée depuis de nombreuses années. Tout commença quand ils vinrent pour la première fois. À cette époque, chaque famille possédait plusieurs arpents d'une terre riche et légère où prospérait la Garance. Elle poussait tout autour du village et son éclat avait la vigueur des feux de la Saint-Jean. Une fois récoltée et séchée, elle donnait une teinture rouge qui servait à colorer les tissus. On affirmait que le rouge ainsi obtenu était connu dans le monde entier. J'étais encore enfant quand ils vinrent pour la première fois. C'était à ce moment de l'année où les jours peu à peu se rallongent. Les champs se teintaient de jaune, de ce jaune qu'on transformait en rouge et qui nous faisait vivre. Ils étaient une dizaine, tout au plus. Celui qui dirigeait le groupe, Akoupaï, était le seul qui parlait notre langue. En arrivant, il nous expliqua que ses compagnons et lui cherchaient du travail. Ils furent bien accueillis, ils tombaient au bon moment. Les champs brillaient d'un jaune intense, laissant présager une récolte exceptionnelle. Akoupaï et ses compagnons travaillaient dur. Ils partaient tôt le matin et ne revenaient qu'une fois la journée passée. Les voir entrer dans les champs était chose curieuse. Leur peau avait la même teinte que les fleurs de Garance, et ils donnaient l'impression d'y disparaître complètement. Le soir, quand ils retournaient au village, c'était un peu de l'éclat des champs qui avançait sur la route principale. Akoupaï travaillait sur nos terres. Après le repas du soir, les autres venaient le rejoindre devant notre maison et ils discutaient jusque tard dans la nuit. Parfois, ils sortaient de leurs poches des petits bouts d'os qu'ils faisaient sauter sur leurs longs doigts meurtris par la Garance, et commençaient alors des parties interminables d'un jeu étrange. Après chaque lancer, ils dessinaient des signes mystérieux sur le sol poussiéreux, et même si je ne comprenais rien à leurs règles, je les observais avec intérêt. Un soir, alors que toute la Garance était presque récoltée, je descendis m'asseoir à côté d'Akoupaï. Il était silencieux, son regard perdu dans le lointain. Je me demandais à quoi il pouvait songer avec autant de gravité. Il me parla de son pays, un pays où les fleurs ne poussaient pas, où l'hiver durait toute l'année, et où on vivait dans des maisons en glace, car il y avait trop peu d'arbres pour les fabriquer en bois. Avant d'aller me coucher, je lui demandai encore si je pouvais voir les osselets avec lesquels il jouait, et il les fit rouler dans sa main avec agilité. Quelques jours plus tard, quand la récolte fut terminée, Akoupaï et ses compagnons se mirent en route pour retourner chez eux. Mon père leur expliqua qu'ils pourraient revenir vers la fin de l'année, car il faudrait broyer la Garance afin d'en extraire la teinte rouge. Akoupaï secouait la tête de haut en bas, en répétant les mots de mon père, comme pour mieux les retenir. Puis, ils saluèrent la foule qui s'était rassemblée sur la grande place, et ils s'en allèrent. Les mois passèrent. Les jours se firent plus courts, le temps plus froid. Les oiseaux s'envolèrent plus au sud, et un vent maussade envahit la plaine. La nuit, il gelait à pierres fendre, et les loups hurlaient alentour.
L'air était sec, et pour embaumer les maisons du parfum de la résine, on coupait un sapin qu'on laissait sécher plusieurs jours dans un coin. De temps à autre, mon père montait dans la grange pour voir si les racines de garance séchaient correctement. Comme les autres villageois, on sentait que plus le moment du broyage approchait, plus il espérait le retour d'Akupai et des siens. Ils revinrent en effet un matin, alors que le jour se levait à peine. Les cris des autres enfants résonnaient dans les rues enneigées, et je me précipitai dehors pour voir ce qui se passait. Plus loin, dévalant les terres nues et blanches, ils approchaient du village. C'était une étrange procession que tous ces hommes venus du froid, vêtus de longues pelisses de peau, de bottes de cuir grossièrement tannées, leurs visages jaunes évoquant les couleurs de l'été. À sa longue barbe noire, on pouvait reconnaître Acupai qui marchait à leur tête. Ils étaient revenus comme ils l'avaient promis. Derrière eux, ils tiraient des traîneaux faits de bois et d'os. Ils furent accueillis chaleureusement dans les différentes demeures, et Acupai s'installa chez nous. Dès qu'elle avait entendu qu'Acupai était de retour, ma mère avait fait tuer une oie bien grasse, qu'elle avait mise à rôtir plusieurs heures. Chacun mangea avec cérémonie. Les bougies achevaient de se consumer sur les tables et faisaient briller les visages. Le parfum du sapin se mêlait aux odeurs de fruits séchés et de cannelle. Une discussion amicale s'engagea, puis les mots se firent de plus en plus rares, comme les bougies qui s'éteignirent les unes après les autres.